J'ai été désigné pour assister à la sépulture de Tom et j'avais toujours mon appareil dans ma poche. C'est tout à fait à l'improviste que j'ai fait quelques photos du cortège. Je ne croyais pas que plus tard, ces photos auraient une valeur historique. Ces fantômes qui avancent en peinant, dans la neige épaisse, emportent vers la terre gelée des Glières le corps de leur chef assassiné. La veille, celui qu'ils admiraient tant leur avait dit « Soyez fiers, vous êtes sur le premier morceau de France libéré ». Mais pendant que ce cortège conduit le cercueil du lieutenant Tom Morel vers sa tombe glacée, un piège mortel se referme dans la vallée. Une armée de 12 000 hommes encercle le plateau. Là-haut, dans la blancheur de l'alpage, les 500 ombres des Glières vont devoir défendre leur liberté. Leur histoire débute le 31 janvier 1944. Ce jour-là, en Haute-Savoie, le gouvernement de Vichy instaure la loi martiale. Habitants de la Haute-Savoie, la recrudescence des attentats terroristes dans votre département, l'insécurité de plus en plus grande qui y règne, ont amené le gouvernement à envisager son épuration et sa pacification. Tout individu pris les armes à la main sera immédiatement traduit devant la cour martiale. Moi, je distribuais des journaux clandestins dans les boîtes aux lettres, il fallait le faire encore le soir. C'était le couvre-feu, il faisait très noir. Et tout d'un coup, j'entends halte, parce qu'il avait entendu ma bicyclette sûrement, et je vois une lampe torche braquée sur la place où j'étais. Il m'a vite repéré, l'Allemand. Alors, je descends calmement, je lui ai montré mon laissez-passer. Il a braqué alternativement la lampe torche sur mon visage et sur ma photo. Il a regardé avec attention. Il me l'a rendu en disant « Ya, ya ». J'ai levé les yeux sur lui et j'ai vu que cet Allemand lui-même était tout jeune. Il tremblait aussi comme moi. Il avait peur que ce soit un attentat parce que les Allemands ont été harcelés par les FTP en particulier, hein, très souvent. Souvent, on allait faire sauter les machines. J'avais toujours le revolver à la main et il y avait un copain avec moi. Moi, je montais, je faisais descendre le chauffeur ou les mécaniciens, je disais il faut descendre tout doucement. Jamais, ils ont jamais résisté. J'étais bien. Et lui, il faisait sauter le... Vous voyez, avec le plastique. Il les mettait sur le truc, il les mettait, puis après, il circulait, puis au bout de 2-3 minutes, pof. Alors, il fallait partir vite, hein, parce que ça faisait un bacchanal. Il y avait des contrôles partout, on ne pouvait pas sortir du département, on ne pouvait même pas sortir quelquefois de la ville, il y a eu des rafles. On ne devait pas s'attrouper, si on était 3 ou 4, un groupe de 3 ou 4, les Allemands étaient autorisés à nous tirer dessus, en dehors du couvre-feu. Il y avait vraiment une atmosphère pesante, lourde. Une chape de plomb écrase la Haute-Savoie. Annecy, sous couvre-feu, est une ville fantôme. Les soldats allemands contrôlent, arrêtent, emprisonnent. Leurs adjoints français de la milice torturent. Il y a des prisons partout, dans les casernes, dans les écoles, au château. La répression est conduite par le préfet Marion et par l'intendant de police Lelon. Ces 2 hommes viennent d'être nommés par Vichy pour anéantir la résistance. En fait, ils font le travail des Allemands. Ils ignorent pourtant à quel point les réseaux résistants sont organisés. C'est une véritable filière qui part des villes. Ainsi, la nuit, Jeannette distribue des journaux clandestins. Le jour, elle est secrétaire à la préfecture de Haute-Savoie.
le préfet Marion ne voit pas qu'à 2 bureaux du sien, une jeune femme de 22 ans fabrique de faux papiers d'identité pour les réfugiés et les maquisards. C'était une façon de prendre ma revanche contre la défaite, si l'on peut dire, et en mettant des gens à l'abri. C'était des actes de résistance que j'ai commis progressivement, parce qu'on ne devient pas résistant du jour au lendemain, et surtout on n'est pas admis dans un mouvement spontanément, on est quand même étudié avant, j'imagine. Et ce n'est que quand on a su un petit peu l'activité que j'avais et comment dire les tendances résistantes que j'ai appartenu au NAP, noyautage des administrations publiques. On habite une région de montagne, alors il est venu pas mal de jeunes. Certains sont venus me voir à la préfecture en me disant « Moi j'habite une région de plaine, je ne sais pas où me cacher et je viens ici parce qu'il y a des montagnes. Est-ce qu'il y a un maquis ?» Inutile de vous dire, la question étant posée, je voudrais bien savoir qui c'était. Eh bien, il est venu beaucoup de jeunes, il est venu aussi des prisonniers évadés qui sont restés puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Tout ça a fait que ça a été un départ pour la résistance aussi, un apport pour la résistance. Jean a 28 ans. La nuit, il participe au sabotage des locomotives. Le jour, il est employé à la section hippomobile des transports. Grâce à ce travail itinérant, il ravitaille les foyers de dissidence qui se multiplient autour d'Annecy. On allait chez les Capucins, on allait porter de l'essence, on faisait de la résistance, quoi, il n'y a pas. Qui c'étaient les Capucins? C'était les moines Capucins, c'est une église. J'allais porter ça là-bas. Mais ils faisaient de la résistance, eux? Oh, c'était les champions, hein. D'Annecy, d'avenue de la Plaine, j'allais jusqu'au pont de Narve. Vous voyez le pont de Narve, vous connaissez là-bas? On allait mener la marchandise là-bas, et puis les maquisards de Villiers venaient le chercher ici. J'allais pas plus loin, moi, hein, avec les chevaux, parce que j'avais les chevaux de l'armée, vous voyez, les chevaux de l'armée, quoi. Moi, je ne regardais même pas ce qu'ils mettaient dedans, hein, parce qu'ils mettaient dans le fourgon. Moi, je restais sous le... Je ne regardais pas, moi. Hein. Je partais avec, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Si je me faisais arrêter, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. Ils pouvaient me couper la tête. Alors, c'était comme ça, quoi. C'est une photo personnelle, si vous voulez, que je n'avais pas l'intention de divulguer. Et je ne voulais pas non plus froisser quelqu'un en faisant une photo. Les villes sont donc au départ de la filière, les montagnes à l'arrivée. En Haute-Savoie, l'occupation italienne n'a pas trop perturbé ses réseaux. Mais les Allemands ont succédé aux soldats de Mussolini en septembre 1943. Alors, tout a changé. En ce début 1944, l'état de siège et la répression accélèrent la montée des jeunes vers le maquis. Beaucoup de garçons, nés en 1920, 21 et 22, refusent le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Ils choisissent la forêt et les sommets. L'un des camps les plus importants est installé à Manigot, un village en pleine montagne. Ce camp est dirigé par un jeune d'Annecy, Alphonse Métral. Nous étions le terminus d'une filière qui partait de Lyon et qui progressivement s'est organisée avec des passeurs qui se trouvaient à Annecy, qui réceptionnaient les jeunes qui étaient envoyés par la filière. Et ils étaient pris en charge dans un square de la ville. Par les flancs de montagne, eh bien, ils arrivaient à l'aube dans les camps que nous avions là derrière la montagne. Il y a une tradition d'hospitalité dans cette commune qui est très profonde, une commune qui était essentiellement catholique. Beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup de sœurs, etc. Et la tradition d'hospitalité était très forte. À partir du moment où on savait qu'on était traqué, poursuivi, hors la loi, bon, on était bien accueillis. La neige est tombée très tôt, oui, il y en avait. Hein. On n'avait pas d'autres vêtements que ceux avec lesquels on était parti le jour où on était rentré au maquis. Hein. On n'a jamais eu le cafard, on était impatients
de trouver le moyen de participer à la libération. Et on piaffait d'impatience précisément parce qu'on n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Donc il fallait tuer le temps. Les garçons qui se cachent dans les chalets d'alpage sont démunis et peu armés. Mais dans les vallées, dans les plaines, entre villes et montagnes, il existe des groupes d'action bien équipés. Ces commandos très mobiles harcèlent sans arrêt les Allemands et les forces de Vichy. Nous avons procédé à l'élimination d'un des plus grands chefs de la Gestapo de la Haute-Savoie, c'était Otto Eschenlohr. Il passait pour un bonhomme qui serait dégonflé. Et nous l'avons attendu à l'entrée de son garage. Il venait pour prendre sa voiture. Puis au lieu de se dégonfler, il a sorti son pétard et puis il a tiré, quoi. Et puis malgré tout, on l'a fini de le canarder. On pouvait en quelques heures réunir, mobiliser pour des coups de... ça a été l'histoire des Canadiennes. On a quand même réuni plus de 50 partisans à La Roche-sur-Foron et à Bonneville pour capturer les Canadiennes. C'était des forces dites antiterroristes qui ont été créées à Vichy pour organiser finalement la répression de la résistance. Ils étaient très bien chaussés, ils étaient équipés de Canadiennes, qui était un luxe qui était vraiment à l'époque remarquable. C'est pour ça qu'on les appelait les Canadiennes. J'ai participé à l'opération de La Roche, où là, avec 4 camarades, j'étais chargé de faire un bouchon de protection du côté des 2 routes de Chamonix et d'Annemasse. Et là, on en a capturé, c'est 7, oui. Il y en a un qui nous a échappé, c'est le commissaire principal, qui était le plus dangereux parce qu'il avait été brigadier de gendarmerie pendant plus de 15 ans à La Roche. Il connaissait les opinions politiques de tous les gens de la région. Il y avait un groupe, chacun avait sa mission. Quand il partait en mission, les autres ne savaient pas où il allait. Et quand on revenait, on ne disait rien à personne. On ignorait les uns les autres les actions auxquelles on participait. Mais on n'a pas fait que des actions contre la milice, on a fait aussi des actions de sabotage. Monsieur, nous vous prions de faire une enquête sur l'hôtel des Falaises à Ivoire, Haute-Savoie, qui nous est signalé comme centre FTP et dont le chef serait un nommé Torrent, considéré comme communiste. Cordial salut milicien. La loi martiale ne calme pas les ardeurs de la résistance, mais elle donne aux Allemands et aux policiers de Vichy les pleins pouvoirs. C'est l'escalade de la violence. Sur les bords du lac Léman, dans la région de Thonon-les-Bains, la répression est féroce. Arrestations, tortures, exécutions. Les policiers français se montrent souvent plus zélés que les Allemands. La résistance, c'est pas seulement la résistance contre les Allemands, c'est la résistance contre Vichy. Et il faut dire que quand on voit les plaques et quand on connaît les noms et quand on connaît les gens, on s'aperçoit que la répression menée par Vichy a été très sanglante. On peut dire qu'elle a même été plus sanglante que ce que les Allemands ont réalisé en ce qui concerne la répression contre la résistance. À Thonon-les-Bains, les hommes en uniforme noir de la milice, l'extrême droite vichiste, se sont installés au Savoie-Léman. C'est une école hôtelière toute neuve, où les fanatiques de Joseph Darnan festoient dans les grandes et lumineuses salles à manger art déco. Mais en même temps, les exécuteurs des basses œuvres, les spécialistes de l'interrogatoire, les briseurs d'os, officient dans les sombres sous-sols de l'établissement.
Dans ces caves sinistres s'entassent les suspects gaullistes et communistes, les juifs et tous les malheureux dénoncés, les jalousés, les voisins gênants. Vous descendez des escaliers, il y avait des toilettes, puis il y avait une grande chambre. Il y avait un nommé Bullman qui était d'Almas. Ben, il est mort. Hein. Ils l'ont tellement tabassé, les miliciens, puis les GMR, là, au Savoie-Léman. Il est mort. Après, ils l'ont ramené dans notre chambre. Hein. On était 19. On était sur la paille. Ils le tirent comme ça. Alors, ils ont jeté le sang et tout. Il a resté 2 heures de temps, puis il est mort. Ils tapaient avec quoi? Ben, ils avaient des gourdins, ils avaient des matraques, des manches de pioche, des machins comme ça, puis ils tapaient avec ça. Hein. C'était des tables, vous savez, jusqu'à la fenêtre là-bas. Alors vous vous couchez comme ça, vous attachez les jambes et ça bastonnait. Ils étaient 4 pour bastonner. Moi aussi, j'aurais pu cogner. Mais on aurait cogné dessus, ben, une rafale, puis en bas. Hein. C'était fini. Hein. On n'en faisait pas 2. Ouais. Là. Battu, torturé par ses propres voisins enrôlés dans la milice, Louis est transféré vers Annecy. Là, d'autres Français le jettent dans un wagon, destination Compiègne, puis Dachau. La chasse aux résistants bat son plein. À quelques kilomètres des caves obscures du Savoie-Léman, voici la clairière enneigée de Fauges. Dans un chalet, en lisière de forêt, un groupe de 12 maquisards s'abrite momentanément. Les forces policières étaient partout, mais évidemment on ne prenait pas les routes, on prenait les chemins de montagne. Notre chef, là, qui était Maurice Garot, avait décidé qu'on ferait halte à Fauges. Mais en principe, les consignes, c'était jamais de s'arrêter plus de 2 jours. Et on n'a pas pu rester plus que on a été obligé de rester plus de 2 jours parce que les gars, ils allaient pas bien, hein, ils avaient de la fièvre, tout ça. Il a dit, il fallait essayer quand même, qu'ils se rétablissent avant de poursuivre notre route. On avait juste, oui, mon beau-père qui était de faction. Il a vu tout d'un coup sortir des lisières, des ombres qui se déplaçaient rapidement sur la neige et il a tout de suite compris. C'est là qu'il nous a réveillés tous en criant aux armes. À ce poste-là, il y avait mon beau-père, celui d'ici, et puis à l'autre, il y avait Dagrada. Et Dagrada, il a été tué à côté de moi. Je l'ai vu tomber à côté de moi alors que je me roulais. C'était lui qui avait le tabac pour tout le monde. Alors quand on voulait fumer une cigarette, on allait vers lui, on se la roulait. Et pendant que je roulais la cigarette, j'ai vu à travers la vitre la balle arriver. Et celle-là, en plein front. Le combat débute à l'aube, il va durer 12 heures. 400 hommes mitraillent le chalet, tout de suite il y a des morts, 3 maquisards, 7 miliciens. Dans la matinée, 4 des résistants tentent une sortie. C'était de la folie, hein. Et avec la masse, le glacis tout blanc de neige, et puis 4 formes un peu sombres qui s'avancent, il est évident que ils les ont tués comme des lapins, quoi. Et on a eu toute la journée ces 4 copains sous les yeux. Pierre Bourrotte, il est lié de ceux qui sont sortis. Et quand il a été touché, il a appelé sa mère pendant près de 3 quarts d'heure. On se demandait si on ne lui rendrait pas service de l'achever, on n'a pas eu le courage de le faire. Et ils ont pu progresser, ils ont pu pénétrer dans la cuisine. Et ils ont pénétré dans la cuisine, ils ont fait prisonnier Angélie, et puis ils avaient des bidons d'essence. Ils ont mis le feu sur les paillasses. Et c'est là depuis la trappe là-haut, c'est là qu'on a sorti les grenades et qu'on les a repoussés. Mais le feu était mis, on n'avait aucun moyen de l'éteindre. On a pu passer dans un petit réduit, une petite cave qui servait pour affiner les fromages. Alors ils commençaient à rassembler les morts, les blessés, tout ça, et puis ils faisaient un bruit énorme. Et puis au bout d'un certain temps, on n'entendait plus rien. Et en sortant,
tout ébahi de voir qu'il n'y avait plus personne pour nous attendre, et puis surtout de voir l'énorme brasier dans lequel on sortait, qu'il est évident qu'ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait des gars qui avaient pu survivre, quoi. Cinq des 12 maquisards échappent miraculeusement au siège et au brasier de Fauges. Une vingtaine de miliciens trouvent la mort. La prochaine bataille aura lieu au Glières. Je suis ici, dans le premier plan ici, avec mon sac à dos et la mitraillette sur le sac. Tout ça, ceci est une casemate où nous passions le jour et la nuit. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux cols. L'épisode héroïque de Fauges connaît un retentissement mondial. Radio Londres en décrit les péripéties. Derrière son micro, le speaker de la BBC répète « 3 pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie et la Haute-Savoie. » De Tommy à José. Nous reboirons bientôt ensemble du bon vin de Chignin. Et Robert Schuman, la voix de la France libre, appelle les maquis savoyards à l'action. Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. L'activisme de la résistance dans les Alpes impressionne les Alliés. À Londres, Churchill décide de faire confiance aux maquis, et plus particulièrement à ceux de la Haute-Savoie. Il annonce des parachutages d'armes très importants pour bientôt. La date est choisie, ce sera la pleine lune de février. Le lieu est désigné, ce sera le plateau des Glières. Ils sont venus nous dire, eh bien voilà, si vous acceptez de vous organiser, vous aurez des armes. Alors vous imaginez, nous qui les attendions depuis je ne sais pas combien de temps, avec quel enthousiasme on a accueilli ces propos, hein. Le terrain, bien sûr, a été choisi, c'est donc le plateau des Glières, par celui qui venait d'être désigné par le colonel Roman Petit, chef des maquis de la Haute-Savoie, le lieutenant Tom Morel. L'ordre, c'était monter au plateau des Glières, réceptionner les armes et ensuite redescendre dans les vallées pour les planquer. Maintenant, comment les choses se passeraient, ça, on ne le savait pas, hein. Ce 31 janvier 1944, alors que l'on placarde sur les murs de Haute-Savoie les affiches jaunes annonçant la loi martiale, Alphonse Métral et 120 maquisards de Manigot reçoivent l'ordre de monter aux Glières et d'y préparer les parachutages. Depuis quelques jours, en gare d'Annecy débarquent des centaines de policiers vichistes. À Grenoble, les soldats allemands de la 157e division, commandés par le général Flaume, s'apprêtent à faire mouvement vers la Haute-Savoie. Le scénario de l'affrontement se met donc en place. Au village du Grand Bornand, le jeune Raymond Périlla et quelques copains prennent leur sac à dos. Ils y mettent des vêtements, du pain, un reblochon, 1 litre d'eau de vie. Ah oui, il allait oublier. Raymond glisse dans la poche du sac son appareil photo, un vieux Kodak à soufflet. On ne sait jamais.
Ça, c'est mon dernier jour au col de Spey, aux avant-postes. J'avais un petit appareil pliant avec un petit retardateur qui était tout dans une forme de stylo. C'était une pellicule à terminer et je l'ai faite tout à fait par hasard. Il y a là-haut un paradis de prairies protégées par des murailles. C'est une page blanche au cœur du conflit. L'ennemi n'y a jamais mis les pieds. Il n'existe aucune route pour y parvenir. Simplement quelques sentiers escarpés. Des dizaines de chalets d'alpage peuvent servir d'abri. Les hommes attendront les avions, ils ramasseront les armes et ils redescendront pour les distribuer. C'est prévu comme ça. En France occupée, la 5e année de guerre débute. Les Allemands font pression sur le gouvernement de Vichy. Vous devez détruire les maquis. À Londres, au même moment, les Alliés s'engagent. Nous allons parachuter des armes aux résistants. Ces deux décisions simultanées installent le scénario tragique des Glières. Les parachutages seront massifs, il faudra beaucoup d'hommes pour récupérer les containers. Début février, le lieutenant Tom Morel accueille chaque jour de nouveaux venus sur le plateau. Autour de Glières, il y avait toute une ambiance mystérieuse, merveilleuse. C'était quand même la porte vers l'extérieur et puis vers l'arrivée des parachutages. On arrive à Glières, on est reçu par Tom Morel. Je vous dirais tout de suite que l'ambiance générale, la première fois qu'on le voyait, c'est la façon chaleureuse dont il nous a accueillis. Morel nous a affecté toute une face nord, la face nord-nord-ouest du plateau, avec, en ce qui concernait mon groupe, 3 cols à garder, le Pas du Roc, l'Andron et l'Enclave. Et là, on s'est installé, on a installé nos armes automatiques. On avait une densité d'armes automatiques importante. Constant appartient au FTP, les francs-tireurs et partisans. Ils sont de gauche, communistes le plus souvent, et pratiquent la guérilla. 2 groupes FTP très armés sont montés au plateau. Tom Morel les a postés sur ces falaises nord-ouest, un véritable bastion. Auparavant, les 120 maquisards de l'AS, l'armée secrète, venus de Manigot, ont été répartis sur la façade sud-ouest, également vertigineuse. Beaucoup appartiennent à la jeunesse chrétienne. Ils sont encadrés par des militaires qui refusent la collaboration. Alphonse Métral est avec eux. Il sera l'homme de confiance de Tom Morel. J'étais au plateau des Glières, ce qu'on a appelé le secrétaire de Tom Morel. Ça veut dire quoi? Parce que quand on parle de secrétaire, on voit tout de suite des machines à écrire, des archives, et téléphones et tout. Vous pensez bien qu'il n'y avait rien là-haut, on n'avait même pas un cahier d'écolier. Il a fallu que par un passeur qui assurait la liaison entre Annecy et le plateau des Glières, je fasse monter un cahier d'écolier pour faire des situations d'effectifs qui étaient absolument nécessaires pour répartir le ravitaillement. Et il a du travail, Métral, parce que les effectifs grossissent. Aux jeunes de l'armée secrète et au FTP s'ajoutent des républicains espagnols. Ils sont 56, tous expérimentés. Après la guerre civile, ils ont fui le fascisme de Franco. Ils s'installent dans 2 chalets, sur le balcon nord-est. Et Tom Morel les aime bien, ces républicains espagnols. Ils ont connu le feu, ils sauront se défendre. Souvent d'ailleurs, il leur rend visite. Il venait très souvent nous dire bonjour. Une fois, il mettait la tête par la porte, il disait « les terroristes !» Puis partait. Il avait la morale aussi. Il était un grand chef, Tom Morel. Vous avez confiance en lui, puis lui aussi avait confiance en les Espagnols. Beaucoup. Pour chasser l'ennemi sanguinaire, en avant, bataillon, en avant, nous vaincrons, nous vaincrons. Alors il y a tous les couplets. C'est Tom Morel qui l'a composé.
ce chant, partant d'un chant qu'avaient amené les FTP. Mais il en a changé les paroles, tout simplement. En peu de temps, Tom Morel réalise l'unité de tous les maquisards sur le plateau. Mi-février, ils sont déjà 300 de toutes origines géographiques, sociales, politiques et confessionnelles. Morel n'a que 28 ans, il est Saint-Cyrien, mais il s'impose sans problème grâce à son sens de l'équité et de l'honneur. Je sais que Tom a toujours bénéficié d'une aura parce que grand patriote, parce qu'aimant la France et ayant été élevé dans cet état d'esprit d'un ancien Saint-Cyrien, et ça, il a été respecté jusqu'au bout pour cela déjà. Même, je pense, par ceux qui ne voyaient pas les événements comme lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il émanait de lui un charisme, une autorité, une volonté, une ardeur, un patriotisme qui faisait que, bon, ben, c'était un entraîneur d'hommes, quoi, c'est tout. Hein. Il y a encore un camarade de mon mari qui est de la classe 42 et qui me dit toujours « Tom nous aurait fait passer n'importe où. Tom était, vraiment un patriote et un grand croyant en plus. Et alors, il avait un impact sur ces hommes, même sur les républicains espagnols, assez extraordinaire. Il avait dit ici, il n'y a pas de républicains espagnols, de Français ou autres. Nous sommes tous des combattants pour le retour vers nos libertés. C'est ainsi que sur ce petit bout de terre, près du ciel, dans l'attente des parachutages promis, un lieutenant et quelques dizaines de rebelles font renaître un embryon d'armée, le bataillon des Glières. Le 20 février, Tom réunit ses hommes au centre du plateau. Il leur propose la devise « Vivre libre ou mourir ». Tous acceptent dans l'enthousiasme. Pendant ce temps, Annecy voit affluer des renforts de troupes françaises. Quelques officiers de la Wehrmacht s'installent à l'Imperial Palace. Les forces vichistes posent leurs bardas dans les casernes et dans tous les établissements disponibles. La ville se transforme en une grande garnison où seuls les gradés et les collaborateurs goûtent aux délices et aux plaisirs interdits à la population. Alors, qui sont-ils ces Français chargés de détruire la résistance? Il y a d'abord les GMR, les groupes mobiles de réserve, un corps de police créé en 1941 par Pétain pour maintenir l'ordre. Les GMR, c'était des mercenaires. On sentait des garçons qui étaient rentrés là-dedans pour se planquer, pour ne pas aller en Allemagne, bien sûr, mais surtout pour être tranquille, pour avoir des cartes de ravitaillement, etc. Dans les GMR, très peu étaient idéologiquement, disons, déterminés. Pour beaucoup, ce qu'ils disaient, et ce qui était en partie vrai d'ailleurs, c'est que ça leur avait permis en particulier d'échapper au STO, que c'était bien payé, que d'autre part, les méthodes d'action des forces de Vichy faisaient qu'ils avaient pratiquement le droit de pillage. Ils avaient le droit de pillage, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans une maison, ils prenaient tout ce qui leur plaisait. L'argent, les poules, les œufs, tout ce qui peut... Ils avaient le droit de pillage, et donc c'était extrêmement intéressant dans une époque où tout le monde la sautait, quoi. Mais il y a surtout la milice, cette police politique créée en janvier 1943. Elle a son école des cadres au château d'Uriage, près de Grenoble. Elle est dirigée par des fanatiques. Son chef, le voici, Joseph Darnand. Début 1944, il est l'homme fort du régime, c'est lui qui dirige toutes les forces répressives de Vichy. Les miliciens se sont engagés contre la résistance comme des croisés.
ils étaient aveuglés par la lutte contre le bolchevisme. Et pour eux, tous ceux qui étaient dans la résistance, c'était des communistes, c'était des bolcheviks, voilà. Hein. Et ils ont cru, les miliciens étaient persuadés que la résistance était au service de l'Union soviétique. C'était des fumiers, ceux-là. Ça, c'est des salauds. Hein. C'est des Français, quoi. Des Français. Que j'en connaissais beaucoup, ces fumiers-là. J'ai eu un de mes meilleurs copains, il était dans la milice? Un jeune, oui. Et il ne m'a pas fait arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on considérait les miliciens comme des supplétifs de l'armée allemande, non plus comme des Français, mais comme des étrangers. Il y a des miliciens qui sont venus arrêter leurs propres cousins ici. Dans des familles, il y a même eu dans des familles un frère milicien, un frère résistant, ça existait. Il y a encore des traces aujourd'hui? Il en reste encore des traces, malheureusement. Côté allemand, l'état-major pose un ultimatum. Messieurs de Vichy, il faut impérativement anéantir les terroristes. Vous avez jusqu'au 12 mars pour y parvenir. Sinon, nous interviendrons avec la 157e division. Fin février 1944, le plateau des Glières est encerclé. 3000 GMR et miliciens occupent les 4 vallées qui bouclent le massif. Mais ces policiers-là ne sont pas des militaires endurcis et face à eux se dresse une forteresse. Il n'y a pas de chauffage dans le chalet. Et tout le monde se contentait de la nourriture. Il n'y avait jamais de rouspétance pour rien du tout. C'était un hiver quand même très enneigé. Et il faisait quand même très froid le soir. Mais je suppose qu'on avait une endurance. Personne ne tombait malade. Et on avait bien un docteur au plateau. Mais jamais on n'a eu recours à lui, ni grippe, ni tout. Dans ce château fort désormais assiégé, vivent près de 500 hommes, répertoriés avec leur nom de maquis sur le cahier d'Alphonse Métral. Il a beaucoup neigé en février, le froid s'est installé et le blocus imposé par les forces de Vichy commence à se faire sentir. Il y avait une moyenne de près de 2 mètres de neige tout l'hiver. L'hiver était extrêmement rigoureux en 1943-44. Le thermomètre descendait jusqu'à moins 15 et parfois jusqu'à moins 20. Quand il y avait des tempêtes de neige, avec le vent du nord qui soufflait, il se formait des congères énormes. Alors d'abord, la difficulté d'aller d'un chalet à l'autre, on était obligé de baliser avec des bâtons assez hauts, de baliser les traces qui étaient faites dans la neige par ceux qui assuraient la liaison, qui marchaient d'un chalet à l'autre. La faim plus que le froid, parce que le froid, on pouvait encore se réchauffer le soir, mais la faim, ça vous quitte jamais. Et alors, à tel point qu'on essayait de vaincre ça, quand on avait par exemple un moment où on pouvait discuter, on essayait de se raconter des histoires. Bon. Et on essayait de raconter des histoires où il n'était pas question de manger, parce que c'était vraiment, ça marchait jamais. Chaque fois qu'on partait sur quelqu'un partait très rapidement, on retombait sur un gueuleton qu'il avait fait avant la guerre, on retombait sur un repas de noces ou un repas de première communion. C'était la véritable obsession à tel point que moi j'avais trouvé la combine de ramasser toutes les épluchures et de les faire griller sur les poêles. On mangeait tout ça, on ne laissait absolument rien perdre, quoi. Bon, on avait 20 ans. La neige bouleverse la stratégie de Tom Morel. Le grand parachutage doit être renvoyé à la lune de mars. Il faudra donc tenir un mois de plus sur le plateau et se méfier
car plusieurs fois les hommes de Vichy tentent de monter à l'assaut. Jamais ils ne passent. Marcel Gaudin repousse les GMR à Notre-Dame-des-Neiges. Il y avait là un chalet, une chapelle, qui était très bien située en haut de la descente sur la vallée du Fier. Indépendamment de l'aspect historique des lieux, c'est un coin charmant. Alors ils nous avaient attaqués à Notre-Dame-des-Neiges, mais on les avait bien reçus parce qu'on les avait vus venir depuis longtemps, on les attendait, et ils n'ont pas insisté, ils sont repliés. Dès qu'ils ont eu une rafale de fusils mitrailleurs, là, ils se sont égaillés comme des moineaux. Serge Tellen, lui, affronte la milice au col des Auges. C'est un belvédère situé à 1800 mètres d'altitude, où sont bâtis quelques chalets. On a tombé sur ce piège de miliciens. Mon ami Garcia a été tué, il a pris une balle qui lui a traversé la poitrine. Et puis un autre qui était blessé, il y a une balle qui lui a enlevé la joue et une partie du nez. Credo, ça s'appelait. Et alors donc nous, on ne pouvait plus bouger. Au-dessus de votre tête, hein, les branches de sapin, tic, ça canardait, hein, ils ne nous lâchaient pas. Et quand on a mis le FM en batterie, là, on avait 2 chargeurs. Eh bien, dès le premier chargeur, ils ont ralenti leur tir. Ça a excité les autres gars, tout le monde a pris des grenades. Puis là, nos miliciens, ils ont arrêté le feu, ils sont décarapatés parce qu'ils ont reçu, on a même su par la suite qu'ils en avaient un qui était estourbi, puis deux ou 3 qui étaient blessés. Les résistants ne se laissent pas surprendre. Mieux, ils contre-attaquent. Le 10 mars, en pleine nuit, Tom Morel entraîne dans la vallée 120 maquisards d'Aiglières. Ils attaquent l'Hôtel de France à Entremont, où sont logés les GMR du commandant Lefebvre. Tout le monde s'était lancé sur l'Hôtel de France. Mais tout ça s'est passé en quelques minutes, c'était fait de manière extrêmement rapide. De telle sorte qu'au moment où nous arrivons juste devant l'Hôtel de France, le lieutenant Tom Morel se trouve en présence du commandant Lefebvre qui, lui, venait de sortir de l'hôtel. Tom Morel, j'étais juste à côté de lui, à 2 mètres environ, a dit ces paroles là, au commandant Lefebvre, « Tu es un traître !» Et le lieutenant Tom Morel a brusquement tourné la tête pour donner des ordres, et le commandant Lefebvre en a profité d'une manière traîtresse pour mettre la main dans sa poche où il avait un 2e revolver, et il a tué le lieutenant Tom Morel à bout portant. Et immédiatement, un camarade de la section de tireurs qui était là a abattu le commandant Lefebvre. Sur le plan militaire, c'est une victoire. 60 GMR sont faits prisonniers et emmenés sur le plateau pour y accomplir les corvées quotidiennes. Mais moralement, c'est un coup dur. Le chef admiré est mort. Son corps est remonté sur un traîneau, puis recouvert par des parachutes bleus, blancs et rouges à l'infirmerie d'Aiglières. La sépulture a lieu en pleine neige et toutes les cloches des vallées sonnent le glas. Le 10 mars au matin, le maquis d'Aiglières se retrouve donc orphelin. Le soir même, une avalanche d'armes tombe du ciel. 30 quadrimoteurs larguent des centaines de containers, de quoi équiper 3000 hommes. Ça, c'est après un parachutage, tout le groupe de Grand Bornand. C'était un très très gros parachutage et on voyait très bien les avions défiler et le lendemain matin, tous les champs étaient fleuris. Tous les champs de neige étaient fleuris avec les couleurs des parachutes. Les Allemands, bien sûr, sont furieux. Leurs adjoints de Vichy sont incapables, impuissants face au maquis, et ce parachutage monstre constitue un véritable affront. Alors le 12 mars, les avions à croix noire entament leur sinistre balai. À partir de ce moment-là, tous les jours que le temps le permettait, eh bien, ils arrivaient à partir de 9 h du matin par patrouille de 3. Et ils prenaient tout le plateau en enfilade. Et puis ils allaient tourner, quand ils avaient encore des munitions, ils allaient tourner dans la vallée au-delà de Champ-Laitier. Ils venaient tourner d'ailleurs
Au-dessous de nos positions, on les voyait passer à quelques centaines de mètres. On voyait les têtes des pilotes dans les cockpits. Et eux, ils nous voyaient aussi. Pendant 10 jours, l'aviation allemande mitraille et incendie les chalets. Les maquisards n'ont plus d'abri, plus de ravitaillement. 12 000 soldats de la 157e division arrivent au pied du plateau. Le samedi 25 mars, l'artillerie pilonne toutes les positions du maquis. Le dimanche 26, les troupes allemandes attaquent dans le secteur du Petit Bornand et réussissent une percée. Malgré une résistance farouche, l'ordre de dispersion est donné le dimanche soir par le capitaine Angeau. Au fond, on entendait, effectivement, il y avait déjà une préparation d'artillerie des Allemands, tout ce qu'on sait. Alors, on traverse le plateau, et d'abord, on s'aperçoit que tout a brûlé. Moi, il y avait 8 jours que je n'étais pas venu sur le plateau, et tous les chalets ont pratiquement été détruits, qu'il y a une immense tache noire au milieu du plateau, c'est le dépôt de munitions, qui a sauté 2 jours plus tôt. Le PC, tout ça a brûlé, l'infirmerie a brûlé, et on tombe sur les blessés qui sont sous les sapins. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces blessés? Ils ont été exécutés par les Allemands, c'était à l'évidence. On n'en a retrouvé aucun. La situation sur le front du Petit Bornand m'oblige à replier tout mon dispositif. L'infiltration allemande s'est faite par la droite. Repliez-vous. Signé Bayard, alias Capitaine Angeau. Imaginez-vous la journée que nous avons passée, la journée du dimanche, avec une attaque incessante. D'abord, l'artillerie qui avait tiré tout, depuis la veille, sans arrêt. Bon. Ensuite, l'aviation qui, dès le matin, vers 8h, 8h30, avait commencé le pilonnage systématique et la destruction de tous les chalets. Bon, dans les chalets, il y avait encore du bétail. Et quand nous avons quitté le plateau le soir, il y avait les chalets qui étaient incendiés, qui fumaient, qui brûlaient, les vaches qui étaient enfoncées dans la neige jusqu'au ventre, qui beuglaient dans la nuit, etc. C'était vraiment très triste. Alors ça nous donnait du courage pour marcher dans la neige. Commence alors une terrifiante chasse à l'homme. Par petits groupes ou individuellement, les 500 maquisards fuient le plateau. Certains parviennent à franchir les lignes ennemies, à l'exemple d'Angèle, qui traverse le Fier à la nage. J'ai marché jusqu'à que c'était profond, puis j'ai commencé à nager. Et puis j'ai sorti de l'autre côté. Mais vous deviez être très lourd parce que les vêtements devaient être pleins d'eau et lourds. Puis les souliers, vous marchez après, ils sortaient l'eau. Et l'eau était glacée, vous n'en êtes pas rendu compte? Je ne m'ai pas rendu compte si c'était chaud ou froid. Je ne m'ai pas rendu compte. Puis j'étais tout trempé. Au moment que j'étais arrivé à la baraque là-bas, j'étais encore mouillé. Puis lui m'a chauffé la soupe et m'a donné un morceau de pain avec la cancaillotte. Mais 200 résistants n'ont pas cette chance. Ils sont fusillés sur place ou faits prisonniers. Serge, lui, est enfermé à Annecy. Dans la cellule voisine, un homme chante. C'est un gars des Glières. Ce gars-là, je ne l'avais jamais vu, et je ne l'ai jamais vu. Je l'ai toujours entendu chanter. Il chantait notamment La Butte Rouge. Cette chanson, elle m'a marqué parce que j'ai pensé à lui, à cette chanson, quand ils ont été fusillés. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, et tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais qui boit de ce vin, boit le sang de ses copains. Et voilà, quand il était fusillé, j'ai pensé à lui, parce qu'il a roulé dans le ravin, il n'a pas bu le sang de ses copains, mais c'est tout pareil. Et La Butte Rouge, c'est les Glières, c'est pareil. Et il y a beaucoup de nos copains qui sont roulés dans le ravin. « 130 hommes des Glières sont morts dans la montagne ou par la suite en prison et en déportation. 105 d'entre eux reposent aujourd'hui au cimetière mémorial de Morette, près d'Annecy.